Aujourd'hui, on parle un peu des abeilles. Livre premier, au seuil de la ruche. Je n'ai pas l'intention d'écrire un traité d'apiculture ou de l'élevage des abeilles. Tous les pays civilisés en possèdent d'excellents qu'il est inutile de refaire. La France a ceux d'Adam, de Georges de Layens, de Bonnier, de Bertrand, de Hamé, de Weber, de Clément, de l'abbé Colin, etc. Les pays de langue anglaise ont Langehoff, Bevan, Cook, Cheshire, Cowan, Roth et leurs disciples. L'Allemagne a, excusez-moi, c'est difficile à prononcer, D-Z-I-E-R-Z-O-N, Zerzon, Van Berlepach, Pollmann, Vogel, bien d'autres. Il ne s'agit pas davantage d'une monographie scientifique de Lapia mellifica, Ligustica, Fayakaya, etc. Si d'un recueil d'observations ou d'études nouvelles, je ne dirais presque rien qui ne soit connu de tous ceux qui ont quelque peu pratiqué les abeilles. Afin de ne pas alourdir ce travail, j'ai réservé pour un ouvrage plus technique un certain nombre d'expériences et d'observations que j'ai faites durant mes 20 années d'apiculture et qui sont d'un intérêt trop limité et trop spécial. Je veux parler simplement des blondes avettes de Ronsard. Comme on parle à ceux qui ne le connaissent point, d'un objet qu'on connaît et qu'on aime. Je ne compte pas orner la vérité et substituer, selon le juste reproche que Réaumur a fait à tous ceux qui se sont occupés avant lui de nos mouches à miel, un merveilleux complaisant et imaginaire au merveilleux réel. Il y a beaucoup de merveilleux dans la ruche. Ce n'est pas une raison pour en ajouter. Du reste, voici longtemps que j'ai renoncé à chercher en ce monde une merveille plus intéressante et plus belle que la vérité, ou du moins que l'effort de l'homme pour la connaître. Ne nous évertuons point à trouver la grandeur de la vie dans les choses incertaines. Toutes les choses très certaines sont très grandes, et nous n'avons jusqu'ici fait le tour d'aucune d'elles. Je n'avancerai donc rien que je n'ai vérifié moi-même ou qui ne soit tellement admis par les classiques de l'apidologie que toute vérification en devenait oiseuse. Ma part se bornera à présenter les faits d'une manière aussi exacte mais un peu plus vive, à les mêler de quelques réflexions plus développées, plus libres, à les grouper de façon un peu plus harmonieuse qu'on ne peut le faire dans un guide, dans un manuel pratique ou dans une monographie scientifique. Qui aura lu ce livre ne sera pas en état de conduire une ruche, mais connaîtra à peu près tout ce qu'on sait de certains, de curieux, de profond et d'intime sur ses habitants. Ce n'est guère au prix de ce qui reste à apprendre. Je passerai sous silence toutes les traditions erronées qui forment encore à la campagne et dans beaucoup d'ouvrages la fable de Lapier. Quand il y aura doute, désaccord, hypothèse, quand j'arriverai à l'inconnu, je le déclarerai loyalement. Vous verrez que nous nous arrêterons souvent devant l'inconnu. Or, les grands actes sensibles de leur police et de leur activité, on ne sait rien de bien précis sur les fabuleuses filles d'Aristée. À mesure qu'on les cultive, on apprend à ignorer davantage les profondeurs de leur existence réelle, mais c'est une façon d'ignorer déjà meilleure que l'ignorance inconsciente et satisfaite qui fait le fond de notre science de la vie, et c'est probablement tout ce que l'homme peut se flatter d'apprendre en ce monde. Dès l'origine, ce petit être étrange, vivant en société, sous des lois compliquées, et exécutant dans l'ombre des ouvrages prodigieux, attira la curiosité de l'homme. Aristote, Caton, Varron, Pline, Columelle, Palladius s'en sont occupés, sans parler du philosophe Aristomaque, qui, au dire de Pline, les observa durant 58 ans, et de Philiscus de Tatos, qui vécut dans des lieux déserts pour ne plus voir qu'elle, et fut surnommé le sauvage. Mais c'est là plutôt la légende de l'abeille. Et tout ce qu'on en peut tirer, c'est-à-dire presque rien, se trouve résumé dans le 4e chant des Géorgiques de Virgile. Je
pioche, je picore. Maintenant que les livres nous ont dit ce qu'ils avaient d'essentiel à nous dire sur une histoire fort ancienne, quittons la science acquise par les autres pour aller voir de nos propres yeux les abeilles. Une heure au milieu du rucher nous montrera des choses peut-être moins précises, mais infiniment plus vivantes et plus fécondes. Je n'ai pas encore oublié le premier rucher que je vis, où j'appris à aimer les abeilles. C'était voilà des années dans un gros village de cette Flandre zélandaise, si nette et si gracieuse, qui plus que la Zélande même, miroir concave de la Hollande, a concentré le goût des couleurs vives, et caresse des yeux comme de jolis et graves jouets, ses pignons, ses tours, et chariots enluminés, ces armoires et horloges qui reluisent au fond des corridors, ces petits arbres alignés le long des quais et canaux, dans l'attente, semble-t-il, d'une cérémonie bienfaisante et naïve, ces barques et coches d'eau aux poupes ouvragées, ces portes et fenêtres pareilles à des fleurs, ces écluses irréprochables, ces ponts-levis minutieux et versicolores, ces maisonnettes vernissées comme des poteries harmonieuses et éclatantes d'où sortent des femmes en forme de sonnettes, et parés d'or et d'argent pour aller traire les vaches en des prés entourés de barrières blanches, ou étendre le linge sur le tapis découpé en ovales et en losanges, et méticuleusement verts de leur pelouse fleurie. En ce lieu, comme partout où on les pose, les ruches avaient donné aux fleurs, au silence, à la douceur de l'air, aux rayons du soleil, une signification nouvelle. On y touchait en quelque sorte au but en fait de l'été. On s'y reposait au carrefour étincelant et d'où rayonnaient les routes aériennes que parcourent de l'aube au crépuscule, ferrés et sonores, tous les parfums de la campagne. On y venait entendre l'âme heureuse et visible, la voix intelligente et musicale, le foyer d'allégresse des belles heures du jardin. On y venait apprendre à l'école des abeilles les préoccupations de la nature toute puissante, les rapports lumineux des trois règnes, l'organisation inépuisable de la vie, la morale du travail ardent et désintéressé, et ce qui est aussi bon que la morale du travail, les héroïques ouvrières, y enseignaient encore à goûter la saveur un peu confuse du loisir, en soulignant pour ainsi dire des traits de feu de leurs 1000 petites ailes, les délices presque insaisissables de ces journées immaculées qui tournent sur elles-mêmes dans les champs de l'espace, sans nous rapporter rien qu'un globe transparent, vide de souvenirs, comme un bonheur trop pur. La première fois qu'on ouvre une ruche, on éprouve un peu de l'émotion qu'on aurait à violer un objet inconnu et peut-être plein de surprises redoutables, un tombeau par exemple. Il y a autour des abeilles une légende de menaces et de périls. Il y a le souvenir énervé de ces piqûres qui provoquent une douleur si spéciale qu'on ne sait trop à quoi la comparer. Une aridité fulgurante, dirait-on, une sorte de flamme du désert qui se répand dans le membre blessé comme si nos filles du soleil avaient extrait des rayons irrités de leur père un venin éclatant pour défendre plus efficacement les trésors de douceur qu'elles tirent de ces heures bienfaisantes. Il est vrai qu'ouverte sans précaution par quelqu'un qui ne connaît ni ne respecte le caractère et les miroirs de ses habitantes, la ruche se transforme à l'instant en un buisson ardent de colère et d'héroïsme, mais rien ne s'acquiert plus vite que la petite habileté nécessaire pour la manier impunément. Il suffit d'un peu de fumée projetée à propos, de beaucoup de sang-froid et de douceur, et les ouvrières bien armées se laissent dépouiller sans penser à tirer l'aiguillon. Elles ne reconnaissent pas leur maître comme on l'a soutenu. Elles ne craignent pas l'homme. Mais à l'odeur de la fumée, au geste lent qui parcourt leur demeure sans les menacer, elles s'imaginent que ce n'est pas d'une attaque ou d'un grand ennemi contre lequel il soit possible de se défendre qu'il s'agit, mais d'une force ou d'une catastrophe naturelle à laquelle il convient de se soumettre. Au lieu de lutter vainement et pleine d'une prévoyance qui se trompe parce qu'elle regarde trop loin, elles veulent du moins sauver l'avenir et se jettent sur les réserves de miel pour y puiser et pour cacher en elles-mêmes de quoi fonder ailleurs, n'importe où et aussitôt une cité nouvelle si l'ancienne est détruite ou qu'elle soit forcée de l'abandonner. Défi 30 jours, 30 livres. Dans quoi je vais me promener? Je prends les livres autour de moi.
après Henri Michaud, et puis c'est ravagé. J'avais envie de quelque chose de plus léger. Et Maeterlinck, c'est quelqu'un qui est tellement travaillé la nature humaine, mais aussi fait ses livres qu'on appellerait aujourd'hui non-fiction sur l'univers, une curiosité un petit peu comme celle de Bachelard. Et puis il a ce monument qui s'appelle La vie des abeilles. Alors j'ai juste lu quelques petits bouts du début, et c'est quand même un livre consistant, il y a quand même plus de 250 pages, donc on a vraiment une enquête comme celle de Fabre sur la vie des abeilles et cette curiosité de l'homme qui, à la fin du 19e siècle, est simplement capable de en regarder pour comprendre, regarder aussi en poète. Et c'est peut-être ça la suite de questions, c'est-à-dire est-ce qu'un écrivain, Maeterlinck en est un, a légitimité pour regarder de près les affaires du monde? Est-ce qu'un écrivain, Maeterlinck en est un, a légitimité pour que la phrase, quand elle dit cet être au monde, de présence au monde, de ces choses humbles qui sont le monde, est-ce que la littérature garde pertinence par rapport au discours de l'économie, du politique, de l'écologie? Et puis, beaucoup d'autres questions qui résonnent. Par exemple, Maeterlinck est mort en... Et puis beaucoup d'autres questions qui résonnent. Par exemple, Maeterlinck est né en 1862. Eh bien, croyez-le si vous voulez, à plus de 150 ans de sa naissance, ce livre ne s'est pas encore élevé dans le domaine public. Il est mort en 1949. Ça veut dire qu'au 31 décembre 2019, la version numérique que j'ai de La vie des abeilles de Maeterlinck, je pourrais la proposer dans ma collection Tiers Livre Éditeur, et je le ferai. Je le ferai pourquoi? Parce que cette poésie de la proximité des choses m'importe. Parce que cette respiration de l'homme avec ce qui l'entoure m'importe. Parce que tout ce qui est dit ici, et qui remonte, vous l'avez vu, à Aristote et bien d'autres, eh bien, nous on l'a détruit. Pour revenir sur la fin des abeilles telles que notre anthropocène l'ordonne. Mais quelque part, c'est peut-être ça aussi le signe de la littérature. Dans ma bibliothèque, Maeterlinck est juste à côté d'un autre livre que je considère comme très grand, Uexküll. Lui, c'est plus sur le pouls. Il y a beaucoup d'autres petits animaux qui... Non. Et croyez que Deleuze, ce livre de Uexküll, Mondes animaux et monde humain, lui, c'était un petit peu le noyau. Tout ce questionnement sur le non-humain aujourd'hui. On le trouve aussi chez Simondon, par exemple. Mais ça nous traverse de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, et de plus en plus dans l'urgence. Et en même temps, dans l'urgence, bien, ça vaut le coup de faire marche arrière. On s'éloigne de l'urgence? Non. On se reconstitue dans notre dimension du langage, pour dire en quoi ça nous importe. Et si des gens comme Maeterlinck nous disent, eux qui ont fait ce chemin dans l'écriture, qu'en même temps ils ont été apiculteurs, cette partie du monde qui s'est détachée de nous, le langage la garde, ça vaut le coup de la réapprendre. Avouons d'abord qu'on ne sait pas encore par quelle alchimie le miel se transforme en cire dans le corps plein d'énigmes de nos mouches suspendues. On constate seulement qu'au bout de 18 à 24 heures d'attente, dans une température si élevée qu'on croirait qu'une flamme couve au creux de la ruche, des écailles blanches et transparentes apparaissent à l'ouverture de 4 petites poches situées de chaque côté de l'abdomen de l'abeille.
Quand la plupart de celles qui forment le cône renversé ont ainsi le ventre galonné de lamelles d'ivoire, on voit tout à coup l'une d'elles, comme prise d'une aspiration subite, se détacher de la foule, grimper rapidement le long de la multitude passive jusqu'au faîte intérieur de la coupole, où elle s'attache solidement tout en écartant à coups de tête les voisines qui gênent ses mouvements. Elle saisit alors avec les pattes et la bouche l'une des 8 plaques de son ventre, la rogne, la rabote, la ductilise, la pétrit dans sa salive, la ploie et la redresse, l'écrase et la reforme avec l'habileté d'un menuisier qui manierait un panneau malléable. Enfin, lorsque la substance malaxée de la sorte lui paraît avoir les dimensions et la consistance voulues, elle l'applique au sommet du dôme, posant ainsi la première pierre, ou plutôt la clé de voûte de la cité nouvelle, car il s'agit ici d'une ville à l'envers, qui descend du ciel et qui ne s'élève pas du sein de la terre, comme une ville humaine. Voilà, vous avez ouvert au hasard, c'est partout pareil. Alors aujourd'hui, on nous dit la fin des abeilles, c'est terrible, on ne peut plus polliniser nos carottes, nos courgettes, tout ça. On peut le faire à la main, mais c'est plus la même chose. Un ami apiculteur, le jour, il parlait de ça. Dans la serre, il laisse rentrer juste une abeille. Et puis ensuite, elle va chercher ses amis parce qu'il ne faut pas qu'il y en ait trop. C'est ainsi qu'il pollinise, lui, l'intérieur de sa serre. Mais c'est dire en même temps, pourquoi on a cassé ça? C'est pas la question de la pollinisation, c'est la question même de la beauté, de cet ordre naturel de l'intelligence du monde. Et des gens comme Maeterlinck, ils nous réapprennent à prendre ça au premier degré, dans cette tâche des mots, d'aller dire ce qui compte, même si c'est fragile, même si c'est précieux. Et c'est ça que nous, on a à réapprendre, très loin de l'épreuve de force. Et pourtant, en plein cœur d'une épreuve de force tellement nouvelle, puisqu'elle entraîne notre destin même, avec capacité de nous faire disparaître comme espèce, puisqu'aussi bien on fait disparaître les autres. C'était le 10, demain c'est le 11. Il y a des paquets de livres près là, au fond. C'est bien de voyager à l'écart du prévu aussi. Maurice Maeterlinck, La vie des abeilles, et le 31 décembre 2019, enfin dans le domaine public, parce qu'il y aura encore des abeilles.